Nathalie Feldman, bonjour, Bonjour. et merci d'être avec nous pour parler ensemble de l'espoir. Alors, quand je vous ai proposé de venir participer à ces interviews euh, par l'intermédiaire de Marc Galli, il vous connaît par l'Institut Raphaël, euh, je vous ai parlé d'espoir. Rappelez-vous ce qu'on m'avait répondu. Vous venez de me le rappeler, mais je sais ce que j'en ressens en tout cas, c'est que c'est pour moi un peu un mot valise dont je me méfie un petit peu. Donc je ne sais pas exactement ce que j'avais répondu à ce moment-là. Mais voilà, c'est un concept où on peut trouver de tout, donc voilà, je me méfie toujours un petit peu de ces mots-là. Alors, pour vous, quand on parle de l'espoir de façon globale, dans la vie de tous les jours, c'est rattaché à quoi pour vous l'espoir? L'espoir, c'est une sorte de loupiote en fait. C'est une sorte de petite lampe qui permet d'avancer, qui est là dans les bons et les mauvais moments, et qui sert dans les mauvais moments à avancer un peu dans l'obscurité. D'accord? Voilà. Ce qui veut dire que quand j'ai parlé avec Jean-Marc Benayem, Ouais. il me disait que pour lui, la notion d'espoir qui est très importante en fait, hein, pour lui et comme pour tout ce que à qui j'ai parlé, le mot parfois n'est pas le même, l'approche va être différente dans le contexte. Lui me dit, l'espoir, il l'évoque quand le patient souffre parce qu'il n'en a plus ou souffre parce qu'il le perd. Donc évidemment, il m'a dit, on ne on parle pas systématiquement, peut-être qu'on le vit, peut-être qu'il est là. Est-ce que ça, c'est une notion qui vous parle, cette notion-là? Ouais, bien sûr, ouais. Mais il y a aussi, en tant que soignant, l'espoir qu'on incarne. Hmm. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut en parler ou. Si, on va en parler du soi, mais bien sûr, on peut. Voilà, mais c'est aussi une Ouais. incarnation, l'espoir. Et en tant que soignant, je dis ça parce que le nombre de fois où j'ai entendu que la personne reportait ses espoirs ou son espoir Hmm. sur un thérapeute, quel qu'il soit, un soignant, quel qu'il soit. Mais, donc ça peut être incarné. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que le soignant doit en éprouver aussi de l'espoir pour le transmettre à certains moments, pas Ah systématiquement, oui. mais il peut être vecteur d'espoir. Donc là, on ouvre d'emblée là sur ce que, effectivement, sur ce qui n'est pas aussi évident d'habitude dans les entretiens. Vous dites d'emblée, si le soignant ne l'incarne pas, comment on peut le comprendre ou le partager? C'est ça? Ce n'est pas une condition sine qua non, je trouve ça un peu plus compliqué, oui, s'il ne l'incarne pas. Hmm. Mais encore une fois, euh, c'est pas un optimisme béat, quoi. Le patient, le soignant n'est pas là pour, avec un grand sourire, à dire que tout ira mieux. Si je reviens dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous Ouais. les jours, est-ce que dans votre vie, vous entendez des personnes dire dans votre entourage, dans les gens que vous croisez, parler d'espoir, dire aujourd'hui, on a de Bah, l'espoir. ça aujourd'hui, oui, en effet, oui. Mais à tous les niveaux, pas seulement en termes de santé, Oui, de manière générale. oui. Oui. Tous les jours, les gens parlent d'espoir. Ou le ressentent, ou en ressentent le manque, en ressentent la On perte. ressent le manque. Ouais. Oui, bien sûr. Le sentiment que tout se ligue pour qu'il y ait une totale perte d'espoir. Ouais. Est-ce que le fait de dire qu'on perd de l'espoir amène à penser désespoir ou va plutôt faire penser manque d'espoir? Alors, il y a cette différence que vous questionnez aussi entre l'espoir et l'espérance. Je pense qu'on peut perdre espoir par moment, tout en maintenant, ça peut-être pas être très compréhensible, mais tout en maintenant une attitude d'espérance. Bon, enfin, c'est ça en fait la différence à mes yeux. C'est pas dans l'ordre. Je suis Mais alors, désolée. non, 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 mais déjà, il n'y a pas d'ordre. Déjà, Ah bon, en d'accord, ok. quelques mots, vous avez ouvert toutes les portes qui ne se sont pas ouvertes comme ça sur les autres entretiens. C'est très intéressant. C'est très intéressant, la remarque même de le dire dans l'entrevue. Quelqu'un m'a dit hier, mais est-ce qu'on ne va pas avoir finalement les mêmes réponses? Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce on ne s'approprie pas cet espoir de la même façon. Alors, dans mon profil, enfin, dans le lien, j'avais dit qu'on allait commencer par effectivement parler ensemble de l'espoir dans la vie, ensuite l'espoir dans le soin, et après faire la différence entre l'espoir et l'espérance. Mais tout est très lié.
Oui, c'est pour ça. En fait, j'ai lu le truc et puis après, je l'ai un peu évacué parce que je me souviens qu'il y avait ces questions. Oui, Mais bon, j'ai un peu de mal à faire un plan, donc je vous dis comme ça vient. Mais voilà. Et donc, oui, en effet, perdre espoir, ouais, tout le monde peut perdre espoir, c'est pas grave. Mais quand on a un background comme ça d'ouverture sur un mieux, sur un meilleur, bah, on reconstitue un espoir ou un autre espoir. Voilà. Et donc, cette espérance qui réunit une chaîne d'espoir, ou qui peut en fabriquer de nouveaux, ça, c'est une attitude, personnellement, à laquelle je travaille et enfin, j'œuvre à ça, voilà, si on peut dire. d'accord. Donc là, on est passé dans cette notion qui est beaucoup plus vaste, en fait, avec Oui, l'espérance. Euh, Est-ce que le lien avec la spiritualité, vous le faites ou pas? Avec ce... pas vraiment, Pas forcément. non, non, non. Je sais qu'il y a un lien, il n'y a absolument pas de connotation. Quand je dis ça, il n'y a absolument pas de connotation religieuse, d'aucune spiritualité que ce soit, si ce n'est tout de même qu'il y a une notion de transcendance. Il y a une, dans l'espérance, il y a cette ouverture qui, euh, euh, qui permet de transcender, mais alors justement, qui permet de transcender un, un, un moment de vie compliqué, un moment de vie douloureux. Voilà. L'espérance, elle est en soi. On place toujours un espoir en quelque chose ou quelqu'un, mais l'espérance, c'est une attitude, c'est une manière d'être, en fait. Enfin, c'est une composante de l'être, voilà, plutôt. C'est une composante, à mes yeux. Oui. Pour vous, si j'écoute ce que vous me dites, quelqu'un né dans une famille, il grandit dans cette famille, j'espère pour lui qu'il vit quelque chose de plutôt bien. Quand il va devenir un enfant ou un ado, qui va commencer à se confronter à des moments parfois compliqués où il est presque seul pour les gérer, parce que l'enfant peut vivre très tôt des moments compliqués. Mais au moment où un ado devient un peu autonome, comme on a vu au moment du Covid, on a vu des ados ne plus pouvoir échanger avec des Oui. collègues, des amis, des copains, des copines, qu'est-ce qui est finalement inné en eux, finalement? Est-ce que c'est l'espoir ou est-ce que c'est l'espérance? Là, j'entends plus l'espérance. Oui, l'espérance. On est d'accord. Je pense que l'espérance est constitutive. On a cette, enfin, c'est ce que je ressens. On a cette fibre-là ou pas. Et cette fibre-là, elle est construite. Alors, en effet, je pense beaucoup par, par l'histoire. Enfin, personnellement, elle vient de l'histoire familiale, elle vient de racines. Oui, bien sûr. Et c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Et au moment de la maladie, on retrouve cette fragilité-là ou cette force-là. Elle vient pas de nulle part. Hmm. Le lien à l'espoir, là, dans ce qu'on dit, vous le mettez où? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permettra de passer de l'espérance à l'espoir? Est-ce que l'espérance ouvre L'espoir, de comme je l'espoir? vous disais, l'espoir, c'est plus. Euh, on espère en quelque chose. C'est plus dans les détails, l'espoir. L'espoir d'avoir moins mal, l'espoir de pouvoir ressortir, de pouvoir reprofiter du soleil, l'espoir de. Bon, enfin, l'espoir. Mais tout ça, c'est nourri par l'espérance, par cette D'accord. confiance. En fait, il y a une notion de confiance aussi. Et cette confiance-là, c'est la confiance, je pense, qui ne vient pas de nulle part. Ça veut dire que la confiance, ça s'apprend pour pouvoir, ça se vit. Ça se vit comme une épreuve, comme une expérience, et on va voir C'est si une on expérience de offre quelque vie chose. et pas seulement la sienne. C'est-à-dire qu'on on arrive et on est nourri aussi de l'expérience de nos aïeux. Hmm. C'est en ça que je parle d'histoire. Oui, oui, oui. J'aurais pu dire éducation, mais c'est pas, on peut pas éduquer. Le mot éducation est un peu parce que c'est du vécu. Là aussi, c'est incarné. C'est pas de l'éducation théorique. On a parfois, dans votre travail comme dans le mien, des personnes qui viennent, qui souffrent beaucoup, euh, qui se sont transformés avec leur maladie et qui ne peuvent plus penser.
amélioration, qui ne peuvent plus penser ça Mhm. s'arrêtera et je pourrai revivre comme avant, ce qui n'est jamais vrai, on ne revit pas comme avant, mais ça veut dire peut-on vivre de nouveau? Euh, Ces personnes-là, comment vous les abordez par votre approche, par votre travail d'art thérapeute? Alors, c'est les situations que je préfère. Parce que c'est vraiment là où on a vraiment le sentiment d'être utile. C'est-à-dire qu'on peut prêter, on parle toujours en art-thérapie de matériaux malléables. Alors ça va de la terre glaise à la peinture, mais ça va aussi au thérapeute. Ça, le thérapeute est malléable. Il peut se prêter au mouvement du patient, enfin de la personne qui vient le consulter, et, et il peut transmettre justement des choses de cet ordre-là, qui à un moment deviennent que la personne peut intégrer, notamment l'espoir ou l'espérance. Alors l'espérance, c'est toute une histoire, donc je ne sais pas si on peut transmettre ça, mais c'est une attitude vis-à-vis de la vie. Et alors, en art-thérapie particulièrement, il y a beaucoup de découvertes, il y a un sentiment de découverte, de réalisation totalement neuve. Le plus souvent, moi je ne reçois pas des artistes, je reçois des gens qui n'ont jamais touché un pinceau. Hmm. Donc, tout d'un coup, ils découvrent un nouvel univers d'expression. Et ça peut être le début de quelque chose je dirais pas d'une autre vie, hein, mais quand même d'un autre regard sur la vie. Donc, ils peuvent refaire quelque chose. Quelque chose se rejoue. Et là, ils peuvent s'appuyer sur moi pour découvrir peut-être un autre univers ou une autre manière de regarder les choses, la vie. Donc là, on est en train de parler finalement de réouvrir le regard. C'est la création, c'est tout le bénéfice de la création. Soit dans l'observation des Oui, mais œuvres d'art. je vais plus loin, là, je vais plus loin. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le soin, moi, je suis convaincu qu'avec l'hypnose, par exemple, Ah on ben, élargit notre vision des choses. mais Je dis toujours on aux ouvre des patients, fenêtres. oui, c'est ça. Fenêtres, Je bien dis sûr. toujours aux patients, on ne voit que ce qu'on regarde. Et Ouais, ce qu'on regarde, absolument. c'est ce qui nous préoccupe souvent. Donc là, vous êtes en train de nous dire, on va ouvrir l'horizon. C'est même plus que ça, je pense, parce que très souvent, on ne voit que ce qui nous est montré. C'est ça? Encore pire. Oui, c'est ça. Donc là, ils découvrent qu'ils ont leur propre regard et que leur propre regard, ils peuvent en plus l'ouvrir. Ouais. Donc c'est voilà, il faut aller. D'ailleurs, il faut aller très très lentement parce que ça peut être assez abrupt. La personne a les trois dans sa vie qui tout d'un coup réalise voilà quelque chose de bien plus vaste qu'elle et qui n'est pas habituée à ça, ça peut être très très déséquilibrant. Hmm. Et en hypnose, j'imagine que c'est la même chose. J'ai jamais fait d'hypnose, mais C'est très bien. C'est très bien. imaginerais le déséquilibre que ça peut provoquer. Comment? C'est très bien, ça nous permet Ah oui, de ouais. croiser nos regards. Ouais. Quand vous parlez, là, vous me faites penser à une danseuse, une chorégraphe, Christine Rougier, que j'ai approchée, et qui me parlait des exercices. Elle avait dansé avec Béjart. Et un jour, je parle avec un musicien, avec Eddie Louis, et on parle de ce que faisait, de ce que disait Christine Rougier quand elle fait travailler à la barre. Et Eddie Louis, c'était un jazzman. Et il me dit, je crois qu'on ne peut pas avoir plus de liberté que dans ce couloir étroit où il y a des bars. On nous demande de faire quelques exercices, c'est là qu'on verra la liberté. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que le corps, avec l'esprit qui se met en lien, va retrouver de l'espace. Voilà, tout simplement de l'espace. Tout en étant un endroit plutôt cadré dans lequel on va utiliser sa technique au départ. Ça vous parle, Je crois ça? beaucoup à ça. Je crois beaucoup au cadre. D'ailleurs, moi, je suis hyper stricte sur le cadre. Je suis très stricte parce que ça rassure énormément la personne. Et là, elle peut, tout peut jaillir parce que le cadre est fort. Oui. D'autant que quand elle arrive et qu'elle vient vous voir, pour elle, la perspective n'existe plus parfois. Il n'y a pas de repère, enfin, il y a une perte de repère très Oui, souvent, oui, elle a dit. Mais oui. là, je vous parle de manière générale, pas spécialement à l'Institut, parce que je Ouais. reçois des gens qui sont très déprimés, par Je vois exemple. la question, Vous ouais. parliez du Covid, j'ai reçu énormément d'adolescents à ce moment-là. Et c'est plus qu'il n'y avait plus de limites, tout était à plat, tout était, il y avait plus rien, quoi. C'était un champ de ruines, réellement. Je l'avais lu avant de prendre la mesure du truc, et quand j'ai vécu moi-même, parce que j'ai commencé à les recevoir,
finalement, après le... J'ai pas fait de visio, donc je les ai reçus après le confinement, et même à 1 an d'intervalle d'ailleurs, souvent pour des problèmes scolaires, pour des problèmes d'absentéisme énorme, de peur, de phobie, enfin. Et il n'y avait plus aucun repère, il n'y avait plus rien. C'était fou. Il fallait rebâtir tout ça. Donc le cadre, ça Donc le cadre, c'est plan hyper, de fondation. On bien s'appuie sur sûr, quelque chose. bien Ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Alors, vous avez dit remettre en mouvement et vous avez parlé de la transmission. Vous avez donné deux notions là. On est bon. Ouais. Euh, Mm. La remise en mouvement, ça veut dire quoi? Ben, la remise en mouvement, alors vous voulez dire en tant qu'art thérapeute, hein? Non, en tant que soignant qui accompagne avec Oui, mais enfin, oui, mais moi ça se base sur mon exercice, donc c'est ouais. euh, la remise en mouvement, c'est c'est tenir un pinceau, quoi. Parce que très souvent, ils sont un peu désarmés, ne serait-ce que ça, ils ne sont pas capables. Et puis tout d'un coup, il y a une touche. Je leur fais fermer les yeux, je leur fais, bon, il y a des petites techniques. Moi, je donne jamais de sujet, ça m'intéresse pas de leur demander de dessiner un arbre. Donc, je les oriente un tout petit peu, mais très, très. Puis tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont capables de faire un tracé. Et ça vient très vite, en fait, ce mouvement. Parce que finalement, ils contiennent énormément de mouvements. Parfois, non. Parfois, c'est très, très dur. Très dur. Là, j'ai une personne dans ce cas-là que je n'arrive pas à remettre en mouvement. Ben, ça arrive. Est-ce que, je sais pas, c'est une question, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que la remise en mouvement devient pour eux dangereuse dans... Ah ben, c'est sûr. C'est D'accord. sûr, parce que c'est une boîte de Pandore, le mouvement. Hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, dans la maladie chronique, alors là, je rencontre ça plus précisément à l'Institut, Raphaël, euh, quand la maladie a déclenché la paralysie totale, la perte d'imaginaire, etc., la remise en mouvement se fait. Quand c'est un trauma archaïque, bien plus ancien que ça, et malheureusement, ça arrive très très souvent, dans le cancer, mais d'autres maladies chroniques aussi, ce qui me fait beaucoup réfléchir. Euh, Ça, c'est plus difficile. Dans ces cas-là, le mouvement est plus difficile à, à réentraîner. Mais on y arrive. Ça peut prendre du temps. C'est pas... Mais c'est un temps intéressant parce que la personne saisit quand même ce qu'elle a à gagner à ça. Même si elle ne comprend pas, même si elle a peur, même si tout ça. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que ça ouvre parfois un gouffre. Bon, après, ça concerne l'art-thérapie, mais en art-thérapie, comme il y a pas mal de gens qui suivent une formation en 48 heures, ils ne réalisent pas à quoi ils font face si, s'ils ouvrent ce qu'il ne faut pas, quoi. Parce que c'est très puissant, mais comme l'hypnose, hein. Quand on travaille, je suis dans la dictologie, donc j'ai vu travailler souvent des art thérapeutes. Ouais. Quand on parle des psychotraumas, il y en a partout, partout. C'est-à-dire qu'en addictologie, il y a des psychotraumas partout qui cachent des psychotraumas. Et je pense à Corinne Van Loo, qui travaillait à la Salpêtrière, qui était psychologue, que je connaissais bien. Comme elle disait, on ne touche pas un psychotrauma. Il y a des psychotraumas. Une chaîne. On prend le dessus. Quand on va remettre en mouvement, d'autres psychotraumas vont venir s'exprimer, vont parfois se résoudre. Je pense à autre chose quand on regarde sur le plan de la mythologie, qu'est-ce qu'il y a au fond de la boîte de Pandore? L'espoir. Mhm. Voilà, petite anecdote, mais on y revient. Ah, absolument. Donc du coup, j'entends dans ce qu'on vient de se dire que l'espoir est présent, que l'espérance va être quelque chose de beaucoup plus large, qui va peut-être se reconstruire par l'expérience, justement, de donner à quelqu'un l'opportunité de tracer, de reposer son stylo, Mhm. de, comme vous avez dit, de tout seul se rendre compte que son regard fonctionne, qu'il peut le déplacer. Et alors, moi, je dirais, quand j'ai parlé de la peur, est-ce qu'on peut avoir peur de bouger? Je dirais, inversement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette société qui est complexe, il y a toujours eu des situations complexes, on en a une qui est très complexe, comment peut-on accompagner quelqu'un en lui disant, non, non, mais vous avez raison, c'est compliqué, mais pourtant, il y a de l'espoir. Ce Euh, qui fait qu'aujourd'hui, un enfant, un ado,
se lève le matin, entend ses parents inquiets pour une histoire de maison qui se vendent pas, de séparation, de décès de quelqu'un, de maladie, et puis ils partent à l'école, une copine, un petit copain leur dit, dis donc, chez moi il s'est passé ça et tout, et comment on fait pour construire, pour s'installer dans une dimension qui est plus tournée vers l'espoir? C'est avoir cette dimension de construction, de voir un peu loin. C'est là où intervient la confiance, justement. En effet, il peut y avoir du désespoir ou une perte d'espoir sur tel et tel sujet. Mais quand, au fond, tout de même, il y a cette confiance en la vie ou en l'homme, ou chacun, on perd pas tout. On perd pas tout et on rebâtit. Moi, je viens j'ai des racines. Enfin, mes origines, les gens n'ont cessé de rebâtir tout ce qui a été détruit autour d'eux. Donc, c'est vrai que ça s'inscrit. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais c'est sûr que ça agit. Ouais. Ben oui. Bah oui. Et en fait, ce que je vois, par exemple, typiquement en art-thérapie, c'est qu'à partir du moment où une personne qui n'a aucun espoir de guérir, euh, mais qui n'a non plus, et je le mets sur au même niveau, aucun espoir de tracer, de peindre quelque chose de regardable. Finalement, elle y arrive. Eh bien, cet espoir renaissant éclaire le reste. Elle ne se dit pas qu'elle va guérir du jour au lendemain, mais disons que ça lui permet de se dire, bah, attends, j'étais totalement désespérée sur mon coup de crayon. Mm. Finalement, il est pas mal ce coup de crayon. Et pourquoi ce ne serait pas pareil dans d'autres domaines de ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, et c'est ça les Mm. loupiotes. C'est C'est ça. qu'il y a un truc qui se rallume, et Mm. puis alors, pourquoi peut-être pas, pourquoi pas le second et le troisième, etc., etc. Et donc, il y a un redémarrage. Et on amorce des trucs, on Alors, amorce des mouvements. alors, ce qu'on peut se dire, là, on peut se demander, est-ce que l'Institut Raphaël pourrait s'appeler l'Institut des Loupiotes? Non, 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 non. Alors, je fais exprès de faire le lien parce qu'il y a quand même quelque chose qui me paraît important. Ouais. Qu'est-ce qui fait que on peut avancer et qu'un enfant peut s'appuyer dessus ou un ado? C'est parce qu'il y a des gens sur qui il va s'appuyer. Donc, vous Mhm. allez nous le dire, vous accompagnez quelqu'un. Quand vous parlez d'une expérience et de confiance, la confiance se fabrique pas toute seule. Donc, quand on a parlé de l'Institut Raphaël, ça, j'en ai parlé dans mes conférences plusieurs fois, on est dans la médecine intégrative, on est dans un soin intégratif, donc on est Mhm. dans un parcours de soins fait à plusieurs. Et on va donc accompagner, quelqu'un va s'appuyer sur nous et on va s'appuyer sur lui. C'est probablement là qu'on a un des moteurs de l'espoir et de Ouais, l'espérance d'ailleurs. Vous avez parlé de la transmission d'une histoire. Vous portez une histoire en vous, vous portez une histoire culturelle, une histoire génétique, et puis on vous a donné des moyens de l'affronter, d'y trouver une place. Donc on voit bien qu'il y a tout le côté immersion, culture, racines, et donc une communauté. ouais. Donc Et il pour y a les les ados, villages, bien sûr. et Mais oui. enfin, il y a l'institut, mais il n'y a pas que l'institut, donc je peux pas. Enfin, ouais. Je veux pas tout ramener à l'institut non plus, mais oui. Donc, la communauté qui va soutenir des ados, c'est quelle communauté finalement? La communauté qui soutient des ados. Dans leur vie à eux, sans parler du soin. Non, non, j'entends bien. Hein. Euh, c'est leur père déjà. Hmm. Ouais. C'est leur père. Enfin, c'est des cercles concentriques, donc il y a père, la famille. Je ne sais pas à quel niveau elle se. Ça dépend des histoires, ça dépend des liens, mais je ne pense pas que ce soit systématiquement en première, euh, en première ligne, hein, pas toujours. Puis il y a tellement d'adversité, de refus, de rejet. Enfin, c'est compliqué. Donc les communautés, c'est des communautés qui se choisissent. Euh, ça peut être des musiciens, ça peut être la musique, la philosophie, ça peut être euh, des communautés qui les attirent d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur et pour le pire. Mais Alors, dans ce que j'entends, j'entends plusieurs choses. Je pense qu'il y a une identification à ces pairs Mhm. quasiment du même âge, donc peut-être Mhm. 2 ans de plus, donc des ados qui vont être un peu plus âgés.
Et puis, on s'identifie à un idéal politique, social, culturel, etc., etc. Aussi des gens qui vont être dans la lutte, dans le désaccord. Le côté familial, je le vois vraiment en addictologie. C'est un des supports le plus fort qui va être le plus contesté, mais qui est le plus présent. J'ai Mhm. entendu dans mon cabinet hier, c'est une maman dire on n'aurait pas imaginé que ce soit possible. On n'aurait pas imaginé que ça puisse être aussi grave. Et pourtant, cette maman, elle a imaginé le pire. Quand on dit à des enfants, soyez vigilants pour ne pas vous faire agresser, on ne veut pas imaginer ça, mais on ne peut pas l'imaginer. Donc on ne va jamais dire ce qui pourrait être imaginable. Et ça peut se faire. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça peut arriver. Donc je pense que dans les repères, il va y avoir des adultes très proches, donc des parents, mais qui vont revenir doucement, petit à petit, on va s'en rapprocher doucement. Mm. Mais les thérapeutes ont leur rôle là aussi, parce que Oui, le transfert, il joue à fond quand la famille n'est pas là, mais ou oui. quand la famille n'a pas tenu sa place, Mm. sans le vouloir, Oui, sans penser à mal. oui. Et l'aveuglement familial est quand même massif, parfois. Mm. Impuissance, tout le monde est bloqué. Non, Ouais. non, 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 je parle d'aveuglement. Oui, 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 oui. Pas impuissant. Si ils n'avaient pas été aveugles, ils auraient vu, ils auraient pu faire quelque chose, agir. Oui, Là, ils ont été aveugles. oui. Donc, c'est pas de l'impuissance. Mais comme je disais à cette maman, je pense qu'on ne peut pas voir ce qu'on ne voudrait jamais imaginer plus. Exactement. Voilà. C'est pour ça que Mm. je vais même plus prendre le mot aveuglement, je vais dire que c'est pas possible de le voir. Ouais, ouais, oui. C'est au-delà de l'aveuglement. C'est En au-delà. réalité, une réponse, on est en train de dire, c'est il y a les thérapeutes, il y a les personnes qui vont former un encadrement avec des consultations de jeunes consommateurs pour moi dans la dicto, donc, Mhm. etc. Après, il y a les pères du même âge, les pères un peu plus âgés, les communautés de malades qui sont très importantes parce que Ouais, ça va permettre d'avoir notre langage. Et puis aussi ce que le patient va choisir, c'est-à-dire qu'il va exactement. choisir tout seul qui peut l'accompagner Nourrir un peu son son. sauvetage. Ouais. Exactement. Et par exemple, moi, très souvent, s'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont une sensibilité à la création artistique. Mm. Donc, je joue sur cette fibre-là et je leur présente des, pas des pairs potentiels, mais des artistes qui pourraient leur parler pour qu'ils les adoptent, pour qu'ils aillent chercher un peu ce qu'ils peuvent trouver chez eux. Et quand ça marche, c'est très puissant. Oui, en confiance, comme nous, on va adresser chez un confrère, oui. Euh, non, parce que pour moi, c'est plutôt des repères. Euh, non, comme vous pourriez, je sais pas quel parallèle on peut faire. Moi, je peux les envoyer voir une expo Oui. et leur dire, mais regarde comment un tel a fait face au rejet ou face à euh, comment il a traduit son addiction, par exemple, puisque vous Ouais, êtes ce sont psychologue. des vraies expériences de vie. Voilà, des expériences de vie. Et en fait, le fait de ne pas se sentir, enfin, de réaliser qu'il n'est pas seul dans cette situation-là, parce que finalement, un tel l'a vécu il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle, d'autres aujourd'hui, le troisième le chante, quatrième l'écrit. C'est vachement, vachement important et enrichissant, je pense, en fait, enrichissant. Enfin, je veux y croire. Oui, c'est sécurisant et puis ça donne de la Oui, confiance. Oui, ouais. oui, oui, Ça rend possible. oui, absolument. Laurent Carilla, dans son activité d'addictologue, Ouais. interview des vedettes pour montrer que tout le monde peut être patient. Et sachant que certains s'identifient aux vedettes, ils peuvent s'identifier au côté très positif de ce qui va aller. Mhm. Absolument. Ouais, ouais. D'accord. Une petite question. Est-ce que le sourire symbolise une forme de l'espoir quand un patient se met à sourire, une forme de confiance, une forme d'espérance? Qu'est-ce qui représente le sourire? J'attache beaucoup d'importance au sourire d'un patient. Ah, le sourire du patient. Oui, du patient, je parle du Ah, patient. le sourire du patient. Le sourire du patient. Ouais, moi, non, je sais pas, ça me dit pas grand-chose. Parce que le sourire, le sourire, c'est aussi, ça peut être une telle façade, ça peut être une telle. J'accorde pas beaucoup d'importance au sourire, au regard, à la présence. Ouais, ouais. Le sourire, non, je sens un bien-être sans qu'il ait besoin de sourire.
Non? C'est Vous êtes très pas intéressant d'accord? parce que... Vous êtes pas Ah non, mais d'accord? non, mais j'ai pas du tout à être d'accord, moi je cherche pas à D'accord, convaincre. Mais d'accord. c'est intéressant parce que on peut entendre des choses très 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 différentes sur le sourire. Et Ouais. du coup, je suis en train de me dire là, je ferai une conférence sur le sourire. Et on va en parler parce que je dirais qu'on a tous notre propre expérience avec le sourire. Mais je vois des patients ou des patientes qui ne peuvent plus sourire pendant des Mmh. mois, voire des années. Le jour où il y a un sourire, ce n'est pas forcément parce que j'écrase le pied, c'est pas forcément parce qu'il se dit je viens de la voir, c'est peut-être parce qu'il y a un petit peu de vie qui est en train de... Pour moi, je compte par le sourire à la loupiote. Et j'ai l'impression de voir un peu de lumière dans le sourire. Oui, vous avez raison. Mais ouais, je sais pas, ouais, mais c'est pas pour moi un repère, si important. Voilà. Hmm. Finalement, euh, est-ce que on peut dire que qu'on est en train de parler que de notions de transmission, de culture, de transmission d'une culture qui fait du bien? Ouais. Est-ce qu'on peut parler espoir sans parler transmission? Est-ce qu'on peut parler espoir sans parler de groupe sur lequel on s'appuie, sans support? Hem, espoir, oui, espérance, cette culture de l'espérance, peut-être pas. Parce que je vous disais tout à l'heure, l'espoir, c'est pas délimité, mais c'est sur un sujet donné. L'espérance, c'est une ouverture, une attitude entière. Donc on peut parler de culture de l'espérance? Ouais, ouais. D'accord? Bah, une culture de, je sais pas si on peut dire culture de l'espérance, le mot est grand, culture de l'espérance, non. Mais l'espérance peut faire partie de la culture qu'on D'accord. a. Voilà. D'accord. C'est un ingrédient, là. C'est un ingrédient, mais sacrément, sacrément puissant. Ouais. Mhm. D'accord, bah, c'est bien. Voilà. Bah, c'est bien, on a vu des choses, on a abordé les choses d'une autre façon, c'est très intéressant. On a mis un plan, D'une autre façon, pourquoi? Parce que, parce que les autres personnes que j'ai interviewées oui. ont abordé différemment et c'est Ah, intéressant. Et je voulais vous dire que le plan, c'est un plan pour aider à faire un livre, c'est pour nous aider à planifier les choses quand on construit un livre. Je suis d'accord avec vous, le plan, on n'est pas obligé de le suivre, mais même si on ne suit pas un plan, on est quand même dans un cadre. Et le cadre est important pour nous, là, dans ce qu'on est en train de faire. Finalement, les personnes qui regarderont ce reportage et qui verront l'ensemble, on aura une conférence à la fin de l'année sur cette thématique en webinaire où je vais faire venir Gaston Poilefa qui avait ouvert avec nous ce travail et puis on réinvitera les personnes comme vous si vous pouvez et on refera une grosse table ronde autour de ce sujet-là et je pense que si un patient ou quelqu'un d'autre ou un soignant peut se reconnaître dedans, se dit bah, finalement tiens c'est quelque chose que je pourrais peut-être aussi parler parfois avec des patients, ça peut être intéressant. Voilà, c'est vrai. sans avoir la crainte de se sentir effrayant, parce que hier on a même parlé avec plusieurs personnes de la peur, de l'espoir. Bah oui, mais la peur de l'espoir déçu, vous voulez dire, ou la peur de l'espoir? Et quand, oui, quand on dit la peur de l'espoir, ça veut dire aussi si Ouais, je n'ai plus, qu'est-ce que j'ai bien derrière? sûr, bien Oui, oui, voilà. bien sûr. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est certain, c'est certain. Mais c'est en ça que la culture de l'espérance, parce qu'encore une fois, c'est une attitude, donc cet espoir-là, peut-être qu'il est vain, on en forgera un autre. On va le transposer, on va en faire autre chose. Donc ça atténue, disons, la perte d'un espoir. J'entends bien. Mais je dis tout ça parce que vous avez demandé, enfin, vous questionniez la différence entre espoir et espérance. Eh Si oui. on prend l'espoir avec un grand E, ça dit la même chose en fait. Hmm, Voilà. hmm. Ben merci. Ouais, Merci en prie. pour ces mots qu'on vient d'échanger. Et puis, bon été et à À très vous bientôt. aussi. Et merci beaucoup. Bel été à vous. Au À revoir. bientôt.